est-ce que je pense réellement comment augmenter le panier moyen que j'ai avec mon client? Tout le monde dit toujours oui, mais plus souvent qu'autrement, on se rend compte que, augmenter un panier moyen peut être aussi, voire mieux des fois que simplement aller chercher de la nouvelle clientèle. Et c'est une relation que vous avez déjà avec un consommateur. On est tellement orienté, focus sur un seul point d'attaque dans notre organisation qu'on oublie ou qu'on se ferme les yeux sur un paquet d'autres opportunités qui peuvent être monétisables et qui peuvent être rentables et qui peuvent être profitables à l'intérieur de notre entreprise. Ça ne veut pas dire de courir après toutes les opportunités, parce qu'on le sait très bien que si on perd un focus en affaires, le focus, ça vaut beaucoup. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance. On est en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé aujourd'hui, qui est de retour de vacances de Grèce, où il a apprécié l'Europe pour une de ses premières fois et il veut y retourner. Mais pour le moment, il est à Montréal en train de nous déchiffrer les dernières nouvelles du monde des affaires. Jonathan, on parle de quoi aujourd'hui? Antoine, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu peut-être de modèle d'affaires. On avait des petites discussions off-record, comme quoi que je pense qu'il faut rechallenger dans nos propres entreprises les modèles d'affaires, essayer de générer un peu plus de profitabilité, peut-être dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Et c'est ce que tu vois un petit peu dans diverses industries, puis tu l'as fait chez vous également aussi. Tu as inventé des lignes de profit dans des lignes de dépenses. Fait qu'on pourrait prendre peut-être quelques minutes pour jaser de ça, puis peut-être inspirer tous et chacun à voir comment on peut peut-être rendre nos organisations plus profitables ou du moins de générer un peu plus d'oxygène pour la réinvestir dans la croissance puis dans le bonheur de nos troupes, autant internes qu'externes. Ben écoute, je pense que ça peut être un bon sujet. On regardera par la suite s'il y a d'autres nouvelles qui ont marqué notre imaginaire. Effectivement, on en parlait avant que le podcast débute. Je pense qu'il y a tout le temps cette période, souvent pour les entreprises en B2B qui arrivent au moment de l'été où rejoindre un nouveau prospect, rejoindre le directeur marketing, rejoindre le responsable TI dans une entreprise, sachant que tu es dans ce domaine-là, Jonathan, que c'est un petit peu plus difficile. Les gens sont en vacances, les grandes décisions vont souvent se prendre soit en Q1, soit en Q2 ou tranquillement proche du Q4, mais le Q3, on dirait qu'il y a tout le temps une période un petit peu de gel, de flottement sur des bonnes décisions. Donc, beaucoup d'organisations souvent se retrouvent à faire beaucoup d'efforts pendant l'été pour préparer l'automne, certes, mais c'est un petit peu plus difficile pour aller chercher des clients. Puis ça, c'est à peu près dans n'importe quelle catégorie qui s'adresse à des entreprises, même dans le domaine où est-ce qu'on s'adresse directement aux consommateurs. Des fois, c'est plus compliqué parce que la dynamique de consommation est différente pendant l'été. Ça, c'est le point 1. Le point 2, bon, on le dit plusieurs fois, l'économie, c'est un petit peu plus serré. Il va y avoir énormément de gens qui vont se retrouver avec des renouvellements hypothécaires bientôt et avec tous les changements qui se déroulent, les paiements vont aller à la hausse, les paiements mensuels. Donc, les gens ont moins d'argent discrétionnaire pour faire des achats. Les entreprises ont également réduit beaucoup leurs dépenses. Donc, tout ça pour dire que oui, on est dans un environnement, des fois, que ça peut être plus difficile d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Et c'est ce que j'ai pu voir autour de moi récemment. Les gens disent, est-ce que les cycles de vente sont plus longs chez vous? Est-ce que ça prend un peu plus de temps? Moi, je le dis haut et fort. Oui, c'est un petit peu plus complexe, je dirais, mais il y a encore 1 million de manières pour aller chercher de la nouvelle clientèle. Il faut juste être simplement créatif. Ceci étant dit, de la nouvelle clientèle n'est pas toujours la bonne réponse à des enjeux d'entreprise. Et je pense que c'est là le point que j'aimerais faire aujourd'hui puis qu'on peut ouvrir et discuter ensemble, Jonathan. C'est de se dire que plus souvent qu'autrement, on est tellement orienté, focus sur un seul point d'attaque dans notre organisation qu'on oublie ou qu'on se ferme les yeux sur un paquet d'autres opportunités qui peuvent être proches de nous et qui peuvent être monétisables et qui peuvent être rentables et qui peuvent être profitables à l'intérieur de notre entreprise. Maintenant, je ferai attention et je mettrai un astérisque ici. Ça ne veut pas dire de courir après toutes les opportunités parce qu'on le sait très bien que si on perd un focus en affaires, le focus, ça vaut beaucoup. Mon point est surtout de se dire, est-ce que récemment, vous vous êtes déjà posé des questions à se dire, est-ce que je pense réellement comment augmenter le panier moyen que j'ai avec mon client? Je suis dans le produit, je suis dans le service. Est-ce que mon client a vraiment accès à tous les produits, tous les services que j'ai sous la main en ce moment? Tout le monde dit toujours oui, mais plus souvent qu'autrement, on se rend compte que, pas vraiment l'entièreté des services, l'entièreté des produits que mon client cible achète au moment où on se parle. Puis ça, c'est vraiment une question importante à se poser. Augmenter un panier moyen peut être aussi, voire mieux des fois que simplement aller chercher de la nouvelle clientèle. Et c'est une relation que vous avez déjà avec un consommateur. Et ça peut faire toute la différence du monde. Nous,
Dans notre organisation, si je parle surtout de la ligne de service, pendant très longtemps, on offrait un seul service et on a écouté à travers les années ce que nos clients avaient besoin de plus. On a pris des décisions sur certains services qu'on ajouterait, d'autres qu'on n'ajouterait pas. Et ça a fait toute la différence. On a vu notre panier moyen avec nos clients augmenter considérablement à travers les années pour deux raisons. Ils étaient tannés d'avoir plein d'agences qui tournaient autour d'eux. Ils voulaient centraliser à un seul endroit et ils sentaient bien entendu qu'il pouvait y avoir une cohésion avec le nouveau service qu'on amenait. Donc, on le fait, ça nous a augmenté le panier moyen et au final, quand tu fais les calculs, mais tout ce qu'on a été capable de gagner en augmentation de panier moyen, c'est littéralement comme si on avait gardé un seul service à l'époque, mais qu'on aurait eu 2 fois plus de clients. Donc, je pense que c'est un point des fois à juste garder en tête de se dire, quand c'est plus difficile d'aller chercher des clients, est-ce qu'on pense à vraiment l'augmentation de notre panier moyen, peu importe votre catégorie, que vous soyez encore une fois, je le répète, dans le produit, dans le service. Je pense que c'est vraiment une réflexion intéressante à se poser, surtout dans un moment où est-ce que les choses peuvent être plus tranquilles comme des fois ça peut se dérouler pendant l'été. Un autre point, je pense, qui est important à amener à l'attention des gens, c'est un concept qu'on avait amené, je pense, à peu près il y a 1 an sur le podcast, qui s'appelle Expenses to Profit. Donc, c'est un terme fancy simplement pour trouver des nouvelles lignes d'affaires profitables dans notre entreprise, où essentiellement, on regarde une plus grosse ligne de dépenses et on se dit, est-ce qu'on est capable de transformer cette ligne de dépenses-là en ligne de profitabilité? Et je le redis, je l'ai dit plusieurs fois, il y a tout le temps une seule manière d'analyser le tout. Une ligne de dépenses qui peut devenir une ligne de profitabilité doit répondre à environ 3 critères. Le critère numéro 1, c'est que cette ligne de dépenses-là, quand elle devient du profit, ne doit pas avoir $1 de dépenses de plus. Donc, si, disons, demain matin, Jonathan a sous sa gouverne 40, 50 employés chez OpenMind et qui se dit comment je suis capable de transformer cette ligne de dépenses-là, qui doit être, selon moi, Jonathan, ta plus grosse dépense dans l'entreprise, sachant que tu es dans le service, comment je peux transformer cette ligne de dépenses-là en ligne de profit? Il y a plein de manières de le faire, mais il ne faut pas augmenter les dépenses de cette ligne de dépenses-là pour la transformer en profit. Je ne sais pas si tu me suis un petit peu là-dessus, Absolument, Jonathan. ou du moins ne pas trop les augmenter, parce qu'on pourrait parler peut-être, exemple, de la J7 Academy. Théoriquement, il ne faudrait pas augmenter les dépenses, mais tu as probablement mis un 10, 15, 20, 30% de plus que ce que tu aurais mis réellement si l'académie restait à l'interne. Ultimement, définitivement, qu'il peut y avoir des augmentations, ça c'est clair. C'est juste que dans le contexte au départ, faut pas que ça arrive. Deuxième chose qui doit être important à se dire, c'est qu'il faut que cette approche-là soit, pardonnez-moi l'anglicisme, scalable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas vous demander d'avoir 50 nouvelles personnes qui vont travailler sur ce département-là. Il faut que vous soyez capable de vendre, entre parenthèses, de l'espace, vendre, entre parenthèses, quelque chose qui existe déjà et que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous occuper de plus à court terme. Donc ça, c'est un deuxième point qui est excessivement important. Et quand vous avez mis ça en place, vous allez vous rendre compte que plusieurs lignes d'affaires excessivement intéressantes qui peuvent se dérouler dans l'entreprise. Je t'en nomme quelques-unes. Oui, tu en as une à l'attention, Jonathan. La J7 Academy, c'est un bel exemple. Nous, chez J7, on a une structure de service depuis 12 ans maintenant, où est-ce qu'on offre des services de marketing numérique, spécifiquement en publicité Facebook. Et ultimement, on a bâti une académie en 2017 pour nos employés. On s'est fait poser des questions à savoir si on offrait du consulting ou de l'accompagnement. Notre réponse était non, jusqu'à temps qu'on ouvre notre académie en 2021 à l'ensemble de la population. Puis depuis, c'est devenu une ligne importante dans ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qui change énormément de choses dans notre entreprise, qui nous donne le terme que tu as utilisé plutôt de l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on fait essentiellement? On ouvre accès à la population à quelque chose qui existe déjà. On transforme le temps qu'on avait mis dans cette académie-là en profit. Donc vraiment, on transforme une ligne de dépenses en une ligne de profit. Et le modèle d'affaires ici fait en sorte qu'il n'y a pas plus de coûts, plus de temps qui est mis sur cette académie-là. Elle existait déjà. Donc ça, je pense que c'est un point important à se poser comme question qu'on est dans un contexte où est-ce que les choses sont plus difficiles. Est-ce qu'on a de l'espace? Est-ce qu'on a quelque chose à l'intérieur de notre entreprise qui peut être transformé en profit quand c'est une ligne de dépenses? Une chose que je ramène souvent à l'attention des gens, votre staff souvent a énormément de valeur, de l'accès a énormément de valeur. Si vous êtes dans le service, est-ce que vous avez pensé vendre de l'accès? Puis de l'accès, ça peut être simplement des communications avec vos équipes. Et ça peut valoir énormément cher. Une autre chose, de l'espace publicitaire. Tu as un podcast, Jonathan, j'en ai. Moi, je le dis haut et fort. Là, on va commencer à monétiser nos podcasts chez J7 en vendant de l'espace publicitaire là-dessus. Ben, encore une fois, on transforme une ligne de dépenses, on met du temps sur nos podcasts, ultimement en ligne de profit sur quelque chose qu'on mettra pas plus de temps. Le podcast existe déjà et bien entendu, l'argent qui va venir de ces placements publicitaires, mais ça va être directement du profit. Donc,
on vend de l'espace. Et ça, tu vois, c'est encore une fois, c'est un concept qu'on a dit quelques fois sur le podcast, mais je pense qu'il est important à ramener à l'attention des gens, surtout quand c'est plus difficile faire de l'expansion avec de la nouvelle clientèle. Peut-être que c'est bon de faire de l'expansion avec notre clientèle existante, nos lignes d'affaires existantes. Il y a vraiment quelque chose à décortiquer puis à analyser de votre côté. Moi, je le vois à chaque fois qu'il y a des périodes qui sont un petit peu plus, je dirais, secs pour aller chercher de la nouvelle clientèle, surtout en période estivale. Ces différentes approches-là nous sauvent tellement d'argent, nous sauvent tellement de temps que je pense que ça serait pas une bonne chose de le garder juste pour nous. On va le partager avec l'audience. Et je suis curieux dans le cadre, par exemple, de la J7 Academy, ta vision pour les prochaines années, est-ce que tu veux aller chercher beaucoup de croissance de manière agressive? Est-ce que tu veux aller plus en mode organique? Tu sais, comment tu vois ça, ces fameuses lignes de dépenses-là que tu as réussi à amener en termes de profitabilité avec des très belles marges? Hein? Ouais, ben je pense que ce qui est intéressant, c'est que selon la dynamique puis la vélocité qu'une ligne d'affaires peut prendre, là, après, il y a toutes les questions qui peuvent commencer à se poser. Si ça devient vraiment partie intégrante de ce que vous faites, vous avez du plaisir à le faire, il y a une opportunité qui se dégage, ben là, oui, ça peut se transformer en une vraie business où est-ce que vous y investissez beaucoup plus de capital. Amazon, c'est le meilleur exemple. Ils ont lancé AWS et pendant littéralement 8 ans, personne n'a été dans leurs pattes. Et c'est un projet, entre parenthèses, un petit peu on the side, AWS, mais c'est ce qui leur amenait tout leur profit. C'est littéralement un exemple de expenses to profit. Il y avait des coûts. Il y avait des coûts de serveurs. Puis ils se sont dit, pourquoi pas donner accès à ces serveurs-là à la population, puis ils l'ont transformé en une belle business. Puis tranquillement, ils ont vu qu'elle avait de la vélocité, ils ont investi plus. Donc, à court terme, pour répondre à ta question, à court, moyen et long terme, la réponse est là, oui. Oh, là, c'est devenu beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Ça aurait pu rester plus petit. Là, on va le traiter comme une vraie entreprise. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que selon si la ligne d'affaires devient grande ou moins grande, vous pouvez la traiter ultimement comme une vraie entreprise. Très intéressant, Antoine, de t'entendre parler de ça. Puis je pense que ça va inspirer probablement, encore une fois, beaucoup de personnes peut-être à évaluer ou à passer à l'action sur ces différents thèmes-là. Là. De réfléchir, je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on a sous la main. Parce que très souvent, on pense que la seule manière de s'en sortir, c'est d'analyser notre ligne d'affaires numéro 1 et juste de la croître. Puis ça peut être le cas. Puis ça peut des fois être la solution. Mais des fois, si elle est plus difficile à croître dans une période spécifique, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas vraiment d'autre option parce que vous en avez uniquement une. Et je pense que il est là la nuance et il est là l'art un peu, c'est de faire en sorte que vous trouvez ces lignes d'affaires-là sans perdre le focus. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que des fois, les gens vont lancer une ligne d'affaires qui n'aura pas un effet un petit peu de convergence avec leur ligne d'affaires principale. Puis là, ça devient une perte de focus. Il y a des. Puis tu vois, tu nous as même fait un très beau podcast récemment où est-ce que tu nous expliquais que toi, tu as vendu une ligne d'affaires qui n'avait plus cet aspect de convergence, on va dire, avec ta ligne d'affaires principale. Puis ça peut arriver des fois avec des entreprises. Mais si vous êtes capable de faire les bonnes réflexions et de répondre à ces questions-là, de se dire, est-ce qu'il y a une ligne de dépense qui peut devenir une ligne de profit qui est, entre parenthèses, scalable et qui ne demande pas plus de temps et plus d'argent pour faire en sorte que cette ligne-là soit lancée, là, vous avez quelque chose sous la main. Ça peut être de l'espace publicitaire, ça peut être de l'espace immobilier, ça peut être de l'accès. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place ici. Très intéressant, Antoine. Je sauterais peut-être au prochain sujet, nouvelle, qu'on peut peut-être parler, entre autres, de Apple. J'ai longtemps été un grand fan de Samsung et Android et j'ai transféré sur le côté clair de la force. Il y a je dirais 2 mois de ça. Donc, je suis rendu maintenant un fervent utilisateur de Apple. Il y a des pour et des contre entre les deux. Mais plusieurs nouvelles qui ont sorti à propos d'Apple dans les dernières semaines. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui nous écoutent qu'on fasse un condensé de où s'en va Apple, qu'est-ce qu'est Apple et qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour l'utilisation des différents appareils d'Apple. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui ont bougé. La première des nouvelles, c'est en lien avec l'intelligence artificielle. Apple a été très silencieux dans les dernières années sur l'intelligence artificielle, voire à même ne dire 0 fois dans leur keynotes, dans leur grosse présentation, le mot intelligence artificielle. Donc, le mot était pratiquement banni chez Apple de manière publique. Et ils ont sorti dans les dernières semaines un peu leur présentation de où ils s'en vont avec l'intelligence artificielle et ils ont sorti le fameux Apple AI, donc le Apple Intelligence. Donc, ils ont renommé le mot AI à leur sauce à eux directement. La vraie réalité derrière tout ça, c'est qu'on se rend compte un petit peu qu'ils n'ont probablement pas grand-chose de concret en arrière en termes
développement d'une nouvelle intelligence artificielle, mais ils vont plutôt se positionner comme un intégrateur de ce qui existe déjà dans le marché pour venir donner des super pouvoirs à leurs différents outils et leurs différents appareils. Le choix s'est arrêté jusqu'à présent sur OpenAI, donc ils vont intégrer la technologie de ChatGPT et OpenAI dans beaucoup de leurs systèmes, de leurs logiciels. Le premier des systèmes, je pense qu'il va être intéressant. On a parlé de ça, je pense, Antoine, il y a 1 an, de ça, à quel point que moi, ça me frustrait de parler à Siri ou de parler à l'équivalent qui est Google Assistant. Combien de fois qu'il ne comprend pas dans ce qu'on dit, bien là, ça va être terminé. Enfin, Siri va devenir extrêmement intelligent, donc il va être capable de mieux comprendre ce qu'on dit de plus rapidement, mais surtout d'exécuter des tâches qui sont plus complexes. Donc, on pourrait dire, exemple, regarde dans mes courriels, j'ai parlé de tel item avec un ami, dis-moi c'est quel ami ou ressors-moi l'information de ce qui a été sorti en manière condensée de ce courriel-là. Et il va vraiment ramener de l'information de manière condensée, de manière précise, et après ça, peut-être prendre même des actions là, sur l'appareil mobile ou sur le périphérique là, tablette qu'on peut avoir ou desktop directement. Donc, toute la partie Siri va être propulsée par l'intelligence artificielle d'OpenAI. Il va avoir beaucoup de fonctionnalités également pour créer des résumés. Donc, on peut penser à différents longs courriels qu'on ne voudrait pas réussir à se taper au complet. On va être capable d'avoir des résumés là, plus précis. Même chose avec les alertes qui vont apparaître sur nos appareils. Il va y avoir une priorisation qui va être faite selon l'intelligence artificielle avec des résumés plus précis. Tout le pouvoir également de la capacité d'écriture. Donc, quand on va écrire sur nos appareils, ça va nous suggérer plus facilement une suite à nos mots qu'on va écrire, d'ajuster également le ton dans lequel on écrit et également d'être parfait au niveau du côté orthographique. Donc, de ne plus faire de fautes d'orthographe, comme ChatGPT est quand même déjà très bon à le faire. Il va y avoir des petites choses qui vont se rajouter au niveau des systèmes de photos. Donc, on va être capable, avec le langage naturel humain, de dire, écoute, efface-moi la deuxième personne qui est à gauche dans la photo ou remplace-moi ce qu'on voit à l'arrière qui fait pas de sens par un background qui ferait plus de sens. Donc, le fameux concept de l'effaceur magique ou du remplaceur magique va apparaître dans les systèmes de photos d'Apple. Et ils vont intégrer également la fonctionnalité de Genmojis, donc les emojis qui sont générés par l'intelligence artificielle générative, qui devraient vraiment venir se coller à la manière qu'on écrit ou qu'on interagit. Donc, ça va rajouter un petit peu d'émotion plus facilement dans nos écrits et dans nos discussions qu'on va avoir. La grande partie qui est intéressante avec Apple, qui se positionne en tant qu'intégrateur, et surtout le fait qu'il pousse beaucoup au niveau du côté de la vie privée, donc toute la partie confidentialité des données. Donc, la majorité de ce qui va rouler sur les appareils ne sera pas envoyé dans le cloud, va être roulé directement en local sur les appareils, de là qu'ils ont lancé une nouvelle puce qui va permettre d'avoir cette puissance-là de calcul avec la bonne capacité technique de le faire. Donc, cet élément-là qu'Apple va venir ajouter, une petite couche de côté de vie privée plus forte que qu'est-ce qu'on peut voir avec OpenAI et ChatGPT et les Gemini de ce monde derrière tout ça. Donc, ils se positionnent vraiment. Ça va leur permettre de vendre des nouveaux téléphones. Absolument, absolument, parce qu'ils sont en déclin sur la vente de téléphones. Même chose sur les iPads, on pourrait y revenir un petit peu plus loin. Mais enfin, Apple se positionne là-dessus pour dire où est-ce qu'ils s'en vont. Fort à parier que dans les plusieurs milliards de dollars qu'ils mettaient par trimestre, qu'ils étaient en train de développer leur propre technologie. Ils sont sûrement encore en train de le faire. Par contre, ils sont probablement en retard, donc ils décident d'intégrer le côté OpenAI. Ce que ça leur permet également, c'est qu'ils vont avoir maintenant une place sur le conseil d'administration, le board d'OpenAI, mais en tant qu'observateur seulement, de la même manière que Microsoft le fait présentement. Donc, ils vont pouvoir assister aux réunions, mais ils ne pourront pas intervenir ou voter durant ces réunions-là, mais ça va leur permettre de savoir où OpenAI s'en va, puis peut-être par la bande derrière les rideaux là, de venir influencer tout ça, comme Microsoft le fait présentement. Donc, on voit que OpenAI a littéralement une avance un petit peu sur tout le monde dans le marché. Microsoft a opté pour OpenAI, Apple a opté pour OpenAI. C'est bizarre qu'Apple n'ait pas opté pour Google parce que Google fournit des milliards à Apple. Donc, il y a toujours un jeu entre ces grands joueurs-là du marché qui fait du sens. L'autre chose qui est intéressant pour Apple de ne pas lancer leur propre technologie, c'est que s'il y a des hallucinations du système d'intelligence artificielle ou des mauvaises réponses,
ça devient extrêmement facile de blâmer le partenaire externe et non nous-mêmes, Oui. un peu comme Microsoft le fait présentement. Ils ne prennent pas toute la responsabilité sous leurs épaules en disant que c'est OpenAI derrière. Bien, s'il y a un problème majeur, ça sera OpenAI qui va être négativement affecté là, exactement. Responsable. Puis ce que je trouve très intéressant dans cette approche-là ici, de un, il y a comme une acceptation d'Apple de dire on a un point de retard. Donc, il y a une acceptation ici, mais comment peut-on s'intégrer à la mêlée tout en étant en retard? Et qu'est-ce que Apple a de plus que tout le monde? De la distribution. Ils ont la distribution des téléphones cellulaires qui sont vendus, même si en déclin, c'est eux qui sont les leaders sur le marché ou presque. Leur système, bien entendu, au niveau des applications, leurs téléphones, leurs ordinateurs. Donc, ils ont énormément de distribution. Je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont capables d'utiliser le tout comme stratégie tampon. Qu'est-ce que je veux dire, stratégie tampon ici? C'est de se dire, on a deux options. On peut, pour le reste de nos jours, travailler avec un partenaire comme un OpenAI ou comme ultimement peut-être un Google, comme tu l'as mentionné. De toute façon, ça va être des contrats renouvelables. Il va y avoir des primes qui vont s'ajouter d'une année à l'autre. Et on peut jouer cette approche-là, de se dire, ça va être ça, nous, notre approche avec l'intelligence artificielle. On se concentre dans quoi qu'on est bon, la création de téléphone, notre système d'exploitation iOS, et on joue avec ça. Ou on peut jouer avec cette stratégie tampon-là pendant 1 an, pendant 2 ans, et pendant que tout ça se déroule, on bâtit notre intelligence artificielle. Donc, on reste dans la course. On est capable de monétiser le tout parce que pour les gens qui ne le savent pas, la valorisation de Apple a explosé depuis l'annonce avec ChatGPT. Au moment où on se parle, je pense que l'organisation a retrouvé sa place de leader mondial, une valorisation boursière à plus de 3,4, voire 3,5 trilliards de dollars. On enregistre le podcast le 9 juillet 2024. Et si ma mémoire est bonne, juste avant l'annonce, la valorisation de Apple tournait entre 2,6 et 2,7 trilliards. Donc, c'est juste pour donner un ordre de grandeur de ce qui s'est déroulé depuis l'annonce. Et c'est pas comme s'il y avait eu des millions d'autres bonnes nouvelles que ça depuis cette annonce-là. Donc, il y a vraiment un élément déclencheur ici. Donc, je trouve que stratégiquement, l'approche est intéressante de se dire, on joue avec un joueur pendant qu'on bâtit notre intelligence artificielle. Et si on n'y arrive pas, on restera un intermédiaire et on va se focusser sur quoi on est bon. Une autre petite nouvelle qui est sortie également au niveau du casque de réalité augmentée de Apple, qui est le casque Apple Vision Pro. Ils ont sorti la version 2 du système d'exploitation qui a quelques fonctionnalités supplémentaires que le premier, dont la capacité de partir d'une photo 2D pour l'amener en conversion 3D et d'être capable de voir un peu puis faire le tour de cette image-là. Donc, l'intelligence artificielle derrière tout ça, encore une fois, des nouveaux gestes pour la navigation et la capacité également de partir de son appareil Mac portable pour l'amener sur des écrans virtuels encore plus grands. J'ai pas eu la chance de mon côté de tester encore l'appareil. Je pense qu'Antoine non plus, tu n'as pas eu la chance de le tester de ton côté. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont eu la chance de tester le casque d'Apple et qu'ils ont un petit peu de feedback à nous donner, n'hésitez pas. Je suis très curieux de voir ce que ça donne et si vous avez trouvé également des applications concrètes d'utilisation dans vos entreprises. Je pense que ça va tranquillement commencer à arriver, probablement la 2e ou la 3e version du périphérique, du casque directement. Là. Donc, voilà. Je terminerai peut-être avec un graphique que je vais vous partager à l'écran qui parle un petit peu des revenus d'Apple. Donc, allez écouter le podcast sur YouTube. Et d'ailleurs, sur YouTube, on a mis en ligne notre vlog qui parle de notre événement du 24 mai dernier, également la première conférence et même la 2e conférence des panels d'hypercroissance. Donc, allez jeter un coup d'œil sur notre canal YouTube si ce n'est pas fait encore. Donc, je mets à l'écran les revenus d'Apple pour le trimestre numéro 2 de 2024 parce qu'on entend beaucoup parler d'Apple, mais qu'est-ce qu'Apple en termes de revenus et de profitabilité? Il y a l'entreprise App Economy Insight qui ont fait un beau condensé visuel qui nous permet de voir qu'est-ce qu'Apple et surtout la profitabilité. Donc, les chiffres qu'on va vous donner présentement, on vous invite à nous suivre visuellement. On vous les dit également en manière audio. C'est seulement pour un trimestre. Donc, le dernier trimestre 2024 qui s'est terminé à la fin mars, Apple, on parle de près de 91 milliards de revenus US. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder, la profitabilité, mais d'où viennent également ces revenus-là sur 91 milliards de revenus, pratiquement 24 milliards de profits net au final, ce qui est
complètement hallucinant. Donc, 26% de profit net. C'est une machine à imprimer de l'argent. Donc, si on se projette sur une année complète, c'est à peu près 100 milliards de profit annualisé qui est fait. Et si on décortique les différents dollars par type d'appareil et service, le iPhone compose à peu près la moitié de leurs 91 milliards de revenus à 46 milliards, mais en déclin présentement de 10% année sur année. Et il y a tellement de compétition dans le marché que je ne sais pas honnêtement si Apple et iPhone vont être capables d'aller rechercher des belles parts de marché. Pour être très franc, là, j'ai mon Samsung que j'ai encore à la maison, j'ai mon Apple. Et hier, quand je suis parti pour mon cours de voile dans les dernières semaines, j'ai pris mon vieux appareil Samsung au cas où je le briserais, que je briserais mon iPhone. Et quand je suis revenu, je me suis surpris à prendre pas le bon téléphone en revenant. Les deux téléphones sont rendus tellement pareils de manière visuelle. Et c'est juste le système d'exploitation maintenant qui fait une différence au final. Donc, il n'y a plus tant de différenciation, je pense, qu'Apple va être capable de faire sur ce marché-là. Donc, marché en déclin, la moitié de leurs revenus. MacBook représente 8 milliards, donc les ordinateurs portables Air Pro et iMac, en légère hausse de 4%. Les iPads représentent 6 milliards. Et ça me surprend. Je ne pensais pas que Apple vendait pratiquement à peu près le même chiffre d'ordinateurs portables que d'iPad. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus faible. On parle quand même de 2 milliards de différence, mais ça représente pratiquement 6 milliards et par contre en décroissance de pratiquement 17%. On prend un 8 milliards pour tous les autres appareils, donc les montres et les écouteurs et tous les autres accessoires qui vont venir de la maison, mais ça représente quand même une entreprise de 8 milliards, les fameuses montres, les AirPods et tout le reste. Et le morceau qui se détache de la partie produit, c'est toute la division service. Donc là-dedans, on parle de tous les revenus qui viennent de l'App Store, Apple TV, Apple Music, Apple Fitness, iCloud, les redevances également qui viennent de l'implantation, exemple, du moteur de recherche Google dans les produits d'Apple. On parle à peu près un 24 milliards qui, lui, est en croissance de 14%. Donc, Apple, présentement, se transforme de plus en plus en une entreprise de service à forte marge, bien qu'ils ont quand même réussi à garder des bonnes marges sur leur matériel. Mais c'est vraiment la partie service qui croît le plus vite présentement, qui génère le plus de profit en pourcentage derrière tout ça. Et on voit une transition du matériel vers le service qui, je pense, va s'accélérer devant nous. Et les dollars qui viennent présentement du casque de réalité augmentée sont tellement dilués à travers tout le reste qu'on voit même pas potentiellement une grande explosion du côté périphérique pour Apple avec ce fameux appareil-là qui était tant attendu depuis tant d'années. Là. Bon, il y a quelques points, je pense, qui est intéressant, puis ça fait tellement écho avec le premier point qu'on a parlé. Dans les services, Jonathan, il sort sur un trimestre, mais je vous sortirai un lien dans les notes de l'épisode que vous pourrez voir qui dit que en 2022, Google a payé, et c'est Bloomberg qui sort ça, donc c'est quand même Bloomberg, The Verge le confirme également. Google a payé en 2022 20 milliards de dollars à Apple pour apparaître comme moteur de recherche numéro 1 sur les téléphones mobiles. Et ce 20 milliards-là, que si tu le divises par 4, va donner littéralement 5 milliards par trimestre, s'intègre dans la ligne de service de Apple. 2 points que je veux mentionner ici. C'est quand même une belle coïncidence, c'était même pas préparé. On parlait de expenses to profit plus tôt. Ben, on a un exemple parfait ici. Il y a de l'espace qui s'intègre. Chez Apple, on bâtit des téléphones et on bâtit de l'infrastructure et ultimement, il y a de l'espace qui traîne et qui peut être excessivement utile à quelqu'un d'autre, excessivement utile à un autre joueur. Google s'intègre, paye 20 milliards à l'année. 20 milliards, c'est un bel expenses to profit parce que ça, c'est littéralement dans la ligne du bas que ça s'en va. Donc, on n'a pas tous de l'espace à vendre comme Apple, mais tout de même, ça donne un ordre d'idée. Et deuxième point, écoute, je pense que ce qui est important aussi d'analyser là-dedans, c'est qu'à un certain point, on le savait tous, mais on le voit encore plus. Quand de plus en plus une organisation sort de sa structure principale, son produit principal pour aller sur des services, comme ils les appellent, qui essentiellement, c'est des taxes de joueurs externes ou c'est des taxes sur les gens qui bâtissent des applications dans leur écosystème. Soyons honnêtes, c'est de là qui proviennent les revenus du volet service ici. Je pense qu'on ne peut pas avoir une preuve plus flagrante que ça du manque incroyable
d'innovation chez Apple. C'est incroyable tout de même de se dire que l'endroit où est-ce que l'entreprise a le plus de croissance en ce moment, c'est sur les taxes qu'ils ont envers les différents joueurs de leur écosystème, parce que c'est de ça qu'on parle beaucoup en ce moment, là. C'est pas comme si Apple Music a explosé au dernier trimestre. Ils se font manger la patte, pardonnez-moi l'expression, depuis un bon bout de temps par Spotify. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui ressortent d'un graphique comme ça, qui démontrent que les 5-10 dernières années qui ont été excessivement incroyables au niveau opérationnel pour Apple ont été faits au détriment d'un manque d'innovation. Et tu vois, c'est un excellent article que je lisais d'ailleurs hier sur les premiers 3 ans du règne de Andy Jassy, qui est maintenant CEO d'Amazon depuis l'été 2021, qui expliquait la différence de leadership entre Andy Jassy et Jeff Bezos. Et littéralement, Jonathan, je t'enverrai l'article et j'en parlerai un petit peu peut-être sur un prochain podcast. Selon moi, et c'est uniquement mon opinion là-dessus, un copier-coller d'un cas Jobs-Cook qui est en train de se dérouler à Amazon. Andy Jassy fait un travail incroyable au niveau opérationnel, coupe toutes les dépenses des gros projets. La profitabilité de l'entreprise va rapidement à la hausse, mais les employés et les directeurs seniors chez Amazon le disent de manière anonyme. Il y a un manque flagrant d'innovation qui se déroule en ce moment chez Amazon. Les gros coups, comme on les appelait dans le passé avec Jeff Bezos, les innovations qui allaient prendre 10 ans sont pas autant présentes qu'elles étaient avant. Bon, il peut avoir l'argument peut-être un petit peu de la dynamique économique qui s'est mis en place depuis la fin du COVID, certes, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment un cas très, très similaire à ce qu'on voit entre un Jobs et un Cook qui s'est déroulé. Et pendant 5-10 ans, tu parais incroyable comme chef d'entreprise parce que tu génères plus de profitabilité que l'entreprise en a jamais généré. Mais au final, on est simplement en train d'extirper toute la valeur qui avait été créée 10 ans plus tôt. C'est ça qui est en train de se dérouler. Et le plus dangereux, c'est les 10 années d'après, de voir où est-ce que tu vas l'extirper la valeur parce que tu en as pas créé dans les 10 dernières. Je sais pas si tu me suis un petit peu ici. Il faut prendre en compte que Amazon, par contre, contrôle le dernier mille et contrôle toute la chaîne logistique, ce qui fait que ils vont être très difficilement détrônables versus un Apple que lui, Samsung, il est à ses trousses, Huawei est à ses trousses, tous les autres vendeurs de matériel sont à leurs trousses. Donc, je pense qu'Amazon, de copier un peu ce qui se passe dans la dynamique Jobs-Cook chez Amazon, oui, ça va ralentir, je pense, leur côté recherche et développement puis lancer des nouveaux produits, mais je pense qu'ils sont beaucoup moins à risque qu'un Apple de tomber rapidement dans la prochaine décennie ou dans 2 prochaines décennies. Là. Ben non, puis effectivement, puis de toute façon, il y a énormément d'infrastructures, mais il y a énormément d'infrastructures chez Apple aussi. Puis je pense que, pour être très honnête avec tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je ne pense pas qu'une de ces 2 entreprises-là va avoir beaucoup de difficultés dans les 5 prochaines années, mais je ne serais pas surpris que le rôle d'innovateur, de numéro 1 sur le marché, d'entreprise qui prend des risques, quitte à se tromper, on le voit moins. On le voit moins. Apple travaille avec un joueur intermédiaire pour s'intégrer à la plus grande technologie de notre époque. Amazon même, argumentablement, est un petit peu en arrière quand on parle d'intelligence artificielle. Je ne serais pas surpris qu'on les voit davantage comme numéro 2, comme numéro 3, et que d'autres joueurs, eux, prennent la place des numéros 1 quand on parle d'innovation de nouvelles technologies. Et c'est sûr que les cycles d'innovation continuent à s'accélérer, fait qu'ils peuvent pas tout le temps non plus être les premiers. Il y a des startups qui vont sortir à gauche et à droite à la OpenAI, qu'il va falloir qu'ils se collent à eux pour réussir à avancer jusqu'à temps qu'ils copient la technologie ou qu'ils l'améliorent à un autre niveau. Et c'est, je pense, un peu ce qu'Apple est en train de faire. Là. Mais c'est difficile de remplacer un fondateur. Je pense qu'on l'a vu même pour Microsoft. Quand Gates est parti et comment s'appelle lui qui a dirigé Amazon, pas Amazon, Microsoft, Steve Ballmer qui a dirigé Microsoft de 2000 à 2008. C'est exactement la même chose qui s'est déroulée. Il a livré les meilleurs états financiers de l'entreprise qu'elle n'a jamais eu. Les états financiers, il y avait plus de profitabilité, tout était au bon. Mais l'action, elle est restée flat pendant 14 ans. Je pense que c'est même de 2000 à 2014. Je pense qu'il est resté 14 ans en règne, Steve Ballmer. Jusqu'à temps que finalement, il en trouve un nouveau, Satya Nadella, qui lui, tout l'inverse, a pris des gros risques et ça paye aujourd'hui. Je pense qu'on avait fait un podcast d'ailleurs là-dessus, sur Satya Nadella. Mais on voit qu'il y a quand même une tendance qui s'installe que quand le fondateur sort et qu'il y a un nouveau dirigeant qui arrive, les premières années, ou peut-être même les 5-10 premières années, on a un peu peur. Donc, on travaille davantage sur extirper le maximum de valeur de ce qui a été créé avant que d'essayer d'innover encore plus. En tout cas, je trouve que c'est quand même,
On va voir ce qui va se dérouler avec NDJC, mais vraiment, l'article est excessivement intéressant qui témoignait les 3 premières années de son règne. Globalement, c'est positif, mais c'est vraiment orienté sur améliorer l'efficacité, améliorer la logistique, extirper le maximum de valeur, puis augmenter la profitabilité, ce qui est bon, jusqu'à temps que tu te retrouves et que tu n'as pas suivi les derniers trends d'innovation. Je termine sur un chiffre qui est complètement hallucinant, Antoine, puis je vais me sauver par la suite, mais ils ont augmenté Apple de 1 point de pourcentage leur profitabilité sur le dernier trimestre versus l'année passée. 1 point de pourcentage, ça donne combien de dollars de plus de profit? 236 millions de dollars de plus de profit en 90 jours. Imaginez, ça n'a aucun sens. C'est complètement hallucinant comment le pouvoir de 1 seul % peut faire une différence à cette stratosphère-là. Donc, c'est des chiffres à faire rêver n'importe qui est en affaires d'avoir un impact aussi grand sur 1%. Voilà. Ah, c'est la force de la masse critique. Jonathan, merci pour les bonnes informations. Autre chose avant que je te laisse filer? C'est complet, Antoine. Bon, ben merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.